Aujourd'hui, on parle de gros jeux, évidemment, là, des gros jeux. Et restez avec moi jusqu'à la fin. J'aurai peut-être une, deux, trois surprises pour vous. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose mon top 10 des plus gros jeux de ma collection. Non pas en termes de superficie de la boîte, mais bien en fonction de son poids ludique, sa profondeur, sa complexité. Les jeux les plus compliqués qui sont en ma possession. Alors pour se retrouver dans ce top, il faut en fait que je possède le jeu et je dois y avoir joué également. Et mon classement n'est pas basé sur mon appréciation personnelle du jeu, c'est-à-dire que le jeu qui va se trouver en position numéro 1, je ne l'aime pas nécessairement plus que le jeu qui se trouve en position numéro 8. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Board Game Geek, j'ai passé en revue ma collection et je les ai classés par ordre de poids ludique. Alors sur la plateforme, il y a un indicateur qui va jusqu'à 5, 5 étant le plus complexe, le plus profond, le plus compliqué. Et plus on descend, plus le jeu est simple. J'ai décidé de filtrer tous les jeux que je possède qui sont au-delà de la barre de 4 sur 5. Donc on est dans les gros jeux très compliqués ici. Et après ça, en ayant observé tous les jeux qui se trouvent dans cette braguette, j'ai décidé de les classer d'une façon personnelle, d'une façon subjective, du moins compliqué parmi les jeux compliqués que j'ai jusqu'au plus compliqué, complexe et profond. Et d'ailleurs, je m'apprête à vous présenter mon top 10 et vous allez m'entendre parler de deux concepts différents. D'une part, la profondeur du jeu et d'autre part, la complexité. Alors, la différence ou la nuance entre les deux, c'est que la profondeur, c'est l'état dans lequel on se trouve quand on est submergé, quand on croule sous les possibilités, le fait que chaque partie peut être jouée de façon radicalement différente. On est toujours en train d'essayer une nouvelle stratégie, on a toujours l'impression d'avoir encore à apprendre et à explorer dans le jeu. Ça, c'est la profondeur. D'un autre côté, on a la complexité. La complexité, c'est des règles qui sont difficiles à assimiler, des règles particulières qui changent selon les contextes. On a des exceptions également, des circonstances particulières. C'est des règles qui sont difficiles à retenir. Le genre de jeu où on est toujours en train de consulter l'aide-mémoire, où on est en train d'y jouer avec le livret de règles dans les mains. Alors ça, c'est la complexité. Donc, j'ai basé mon top 10 sur ces deux facteurs, sur la profondeur ainsi que la complexité. Et sans plus attendre, on commence immédiatement avec une mention spéciale, puisque lorsque j'ai consulté Board Game Geek, un des jeux que je possède sortait en position numéro 1 pour ce qui est de la complexité, du poids ludique le plus compliqué que j'ai, mais ce n'est pas un jeu auquel j'ai joué. Alors, j'ai dû l'évincer du top 10, mais je vous le présente quand même en mention spéciale. Il s'agit de Arkwright, un jeu 18XX, un jeu économique, une grosse boîte très lourde, certainement, mais également probablement lourde ludiquement en termes de profondeur et de complexité. Je ne peux pas vous en dire davantage puisque je n'y ai pas joué encore. Par contre, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur Arkwright. Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Parce que selon Board Game Geek, il s'agit du jeu le plus compliqué que j'ai dans ma collection. Mais puisque je n'y ai pas joué, je le mets de côté. Et maintenant que ma mention honorable est faite, allons voir le jeu qui se trouve en 10e place. Alors, en 10e place, le jeu, selon moi, de façon subjective, le moins complexe parmi les 10 jeux les plus compliqués que je possède, il s'agit de The Gallerist, un jeu de Vital Lacerda qu'on connaît pour avoir des concepts assez compliqués, avec pas mal de viande autour de l'os. Ici, il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers, avec un seul ouvrier en fait, et on a seulement 4 emplacements différents. Dans chacun des emplacements, on a 2 actions possibles, donc techniquement, on a 8 possibilités dans ce jeu
de placement d'ouvriers. Mais c'est un jeu qui est excessivement procédurier. C'est-à-dire que chaque lieu, chaque action qu'on initie va entraîner une série d'étapes qui vont découler sur plein de petites manipulations. C'est un jeu où il y a beaucoup d'icônes également, d'iconographie, alors ça demande du temps, de l'investissement pour se familiariser avec tout ça. Il y a beaucoup de manipulations également qui ne prennent sens qu'une fois la fin de la partie arrivée. Par exemple, lorsqu'on résout des actions dans le marché international, on doit placer des assistants. Et là, ça ne fait pas de sens au début parce que les assistants, on veut les utiliser pour autre chose. On se demande pourquoi on doit les laisser là jusqu'à la fin de la partie. Eh bien, c'est qu'à la fin de la partie, c'est grâce à ces assistants qu'on aura placés au marché international qu'on va pouvoir éventuellement peut-être participer à l'enchère finale. Alors, c'est tout sortes de petits détails comme ça qui ne font pas nécessairement de sens au début de la partie lorsqu'on reçoit les explications, mais qui prennent du sens en cours de partie. Alors ça, c'est le 10e jeu dans mon top 10. On continue avec, en 9e place, Through the Ages, un jeu de Vlaada Chvátil. Vlaada Chvátil qui est dans les deux extrêmes. D'un côté, il a fait Through the Ages et Mage Knight, et de l'autre côté, il a aussi fait Codenames. Alors, c'est un jeu Through the Ages avec là, une bonne épaisseur de profondeur, parce que avec les différentes cartes qui vont apparaître, les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous, tout ça entre en combinaison, en symbiose, et c'est ça qui est difficile à percevoir lorsqu'on reçoit les informations, les règles du jeu. Même en cours de partie, c'est difficile de prévoir ce qui va être utile, ce qui va être pertinent, ce qui va être cohérent, ce qui va bien aller ensemble. La complexité dans Through the Ages vient principalement, je pense, des manipulations, des nombreuses manipulations. Il y a ce qu'on appelle constamment une espèce de maintenance des ressources. Alors, les ressources sont représentées par des cubes bleus ou jaunes, je ne me souviens plus exactement, les deux même, je pense. Et selon l'emplacement du cube, ça va représenter d'une part une ressource particulière et d'autre part une valeur particulière également. Alors, on sera toujours en train d'améliorer la valeur ou la signification de nos ressources sur notre petit plateau individuel. Il y a beaucoup donc de ce genre de manipulation-là. Il y a l'étape de résolution de combat, de guerre également qui va demander une séquence assez précise de résolution d'étapes. Et finalement, bien, il y a aussi tout ce qui est de la planification en vue de la gestion de la corruption, et non pas de la corruption politique, mais plutôt de la corruption de nos ressources qui ne seront plus bonnes, le fait que notre production va être amoindrie si on n'a pas atteint un certain seuil. Alors tout ça, c'est des choses à prendre en considération, c'est des choses qu'on se dit « Ah, ben là, j'avais oublié ce détail-là, si j'y avais pensé, j'aurais pas fait ça au tour d'avant. » Alors ça, c'est ce qui fait en sorte que c'est un jeu, selon moi, qui est assez complexe à jouer et à bien comprendre. En position numéro 8, maintenant, nous avons Dominant Species. Dominant Species, c'est le jeu, selon moi, c'est le bon exemple du jeu que tu comprends une fois que la partie est terminée. Alors, ça te demande plusieurs parties qui sont nécessaires avant de comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Avant de comprendre les différentes interactions, comment ça fonctionne, les majorités, comment on peut gérer les cartes, la planification des étapes également, qu'est-ce qui est pertinent de faire, la question de timing. En cours de partie, surtout la première fois, on ne sait pas trop, on essaye. Notre adversaire, s'il a joué plusieurs parties, il se fout complètement de notre gueule. Et il y a beaucoup de calculs ou de planification à faire dans Dominant Species. Oui, d'une part, la planification des actions qu'on prévoit faire, mais aussi la planification pour calculer qui va être dominant dans chacune des zones, vérifier l'accès à la nourriture, le potentiel des cartes. En plus, c'est un jeu qui visuellement est assez drabe, assez abstrait aussi. Et parfois, je me demande si ces gros jeux-là, comme Dominant Species et un autre jeu dont on va parler dans quelques minutes, qui ont un visuel plus abstrait, je me demande parfois si ça fait en sorte que
le jeu est plus difficile à s'approprier. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, vous pouvez me laisser vos commentaires sous la vidéo. Ce sera très intéressant de vous lire à ce sujet. En 7e place, on continue avec, encore une fois, vous l'avez deviné, un autre gros jeu, encore plus complexe selon moi que Dominant Species et que les autres jeux que je vous ai mentionnés. Il s'agit de The Colonist, le seul jeu de Monsieur Tim Pulse. Alors lui, il s'est décidé un jour de faire un jeu et il s'est dit, je vais mettre toutes mes capacités cognitives et cérébrales dans cet immense concept-là. Un jeu d'une profondeur inouïe, une profondeur exceptionnelle. Il y a une tonne, mais littéralement une tonne de choses à essayer. Je pensais ça à la gloire de Dain, qui est un petit peu hors champ, là, juste ici, il y a quelques temps. Mais The Colonist, on va là, à une autre profondeur, une autre épaisseur supplémentaire. Il y a beaucoup, par contre, de manipulation à effectuer. C'est vraiment un jeu qui gagne à avoir une espèce d'organisateur ou de compartiment avec plusieurs séparateurs pour mettre nos petites tuiles qui sont recto-verso. On est toujours en train de les chercher. Plusieurs diraient que c'est un jeu qui est fiddly. Alors, justement, des manipulations, beaucoup d'étapes de maintenance aussi. Et côté règles, par contre, faut dire que ce n'est pas si complexe que ça. Le jeu est vraiment plus profond qu'il n'est complexe. Mais par contre, il y a tout de même une bonne panoplie de règles à s'approprier. C'est un jeu qui est, selon moi, très logistique, qui demande une bonne dose de planification. On va réfléchir en se disant, bon, à long terme, je veux être en mesure de construire cet hôtel, par exemple. Alors, pour construire cet hôtel, je vais avoir besoin de ça, ça, ça. Pour obtenir ça, 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 il va falloir que je me déplace dans cet emplacement, que j'effectue cette action-là et que je fasse ta, ta, ta. Alors, c'est de la planification, c'est très, très, très logistique, à la limite mathématique. En 6e place, on retrouve un jeu que j'apprécie beaucoup. Et comme je vous le disais, le top n'est pas basé selon mon appréciation des jeux, mais plutôt selon l'effort cognitif qui m'est demandé pour être capable d'y jouer ou de le comprendre. Il s'agit en 6e place de Trickerion. Quelle profondeur exceptionnelle, encore une fois, dans ce jeu-là. Et là, évidemment, quand je vous parle de Trickerion, je vous parle de la version avec les règles avancées, là, parce qu'il y a la possibilité d'y jouer avec les règles simplifiées. On oublie complètement une section du plateau, un endroit, des possibilités, des opportunités. Là, je vous parle de la version complète, la version avancée avec le Dark Alley, l'allée sombre, qui va offrir la possibilité ou l'opportunité de personnaliser notre main de cartes. Au lieu d'avoir toute la même main de cartes destination générique entre les joueurs, il va être possible pour moi, si je le désire, ça reste une opportunité, une autre couche de profondeur, d'aller dans cet endroit pour récupérer des nouvelles cartes qui vont être à utilisation unique, mais qui vont me permettre de déployer des ouvriers dans le même endroit plus souvent et en plus vont me donner un bénéfice, un bonus quand je vais effectuer mon action dans ce lieu. Alors ça ajoute une autre couche de profondeur. Il y a aussi les prophéties qui vont ajouter à la planification à moyen terme, je dirais, le fait qu'on peut manipuler tout ça. Alors la profondeur, c'est vraiment au rendez-vous. Et comme j'en parlais un peu dans Colonist, dans Trickerion, on est amené à réfléchir à l'envers. Bon, à la fin de la partie, je veux être en mesure de présenter tel tour et tel tour de niveau 36. Alors pour ça, il va falloir que je récupère tel tour avant, il va falloir que j'aille préparer mon tour en allant récupérer les matériaux nécessaires. Pour avoir accès à ces matériaux-là, il va falloir que je fasse une commande. D'après moi, je vais être capable de la faire au 3e tour. Alors ça nous demande vraiment de réfléchir en arrière, à reculons. Au début de la partie, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire à la fin de celle-ci et essayer de mettre en place le nécessaire pour le réussir. Alors ça, vraiment, là, c'est tout un brain burner, c'est un brûleur de neurones. En 5e place, on retrouve Cloud Spire. Ici, on s'aventure dans un mélange entre la profondeur
et la complexité. Ici, c'est vraiment un habile mélange des deux. D'une part, la profondeur de Cloudspire est époustouflante et vient principalement de l'aspect asymétrique du jeu. Dès qu'on a un jeu qui est hautement asymétrique, c'est sûr que la profondeur va être au rendez-vous parce que à chaque fois qu'on joue une partie, qu'on incarne une nouvelle race, une nouvelle faction, un nouveau peuple, on a hâte d'y rejouer et d'essayer quelque chose de différent parce qu'on ne peut pas tout essayer avec notre peuple dans une partie. On doit être constamment en train de s'ajuster à ce que l'autre est en train de faire également. Et une fois qu'on a fait, je ne sais pas, 7, 8 parties de notre peuple et qu'on pense bien le maîtriser, ben là, il y en a 3 autres ou 4 autres ou 5 ou 6 autres si vous avez des extensions qu'on désire explorer également. Une fois qu'on a fait le tour, si c'est possible de le faire en mode joueur contre joueur, ben là, on a le mode coop qui est possible d'utiliser, le mode en solitaire avec la campagne, il est possible de jouer en mode Endless, qui est un mode sans fin où est-ce qu'on affronte des vagues éternelles d'ennemis qui déferlent sur nous. La profondeur est exceptionnelle dans Cloudspire. De notre côté, on a la complexité qui est là également, qui dit asymétrie, ou plutôt grande asymétrie, va demander un lot de complexité. Alors, chaque peuple se joue de façon radicalement différente. C'est comme si on avait plusieurs jeux à maîtriser pour être en mesure de bien jouer ou de bien comprendre Cloudspire. Il y a plusieurs règles que certains diraient qui sont fiddly, alors des petites règles d'application, de manipulation, où est-ce que c'est pas instinctif, beaucoup de par cœur également, c'est des règles qui sont difficiles, qui sont faciles plutôt à oublier ou difficiles à s'approprier. En position numéro 4, on retrouve Food Chain Magnet. La profondeur de ce jeu vient du casse-tête qu'il propose. Et c'est un jeu, il faut le dire, qui est complètement impardonnable. Une erreur en début de partie peut complètement t'exclure de la compétition pour les 3 heures qui s'en viennent. Alors, la complexité du jeu ne vient pas, et ça c'est un peu particulier, la complexité dans Food Chain Magnet ne vient pas, selon moi, des règles, mais plutôt de la difficulté à demeurer compétitif tout au long de la partie. Parce qu'on doit être constamment impliqué. On doit constamment être en train d'analyser ce que nos adversaires vont faire, ce qu'on pense qu'ils vont faire, anticiper leurs actions et répondre rapidement et à un coût qui est moindre également pour balancer le tout et nos efforts qui seront impliqués pour ralentir nos adversaires, pour se démarquer et éviter d'être celui qui est complètement hors compétition et qui ne fait que finalement nuire aux autres, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune chance de remporter la partie. Et la gestion de tout ce casse-tête-là, de tout ce jeu-là, repose sur l'organigramme de votre compagnie que vous allez vous-même bâtir avec les cartes que vous allez débloquer, que vous allez utiliser et la façon, la disposition que vous allez les placer ensemble. Ça, c'est vraiment ce qui fait toute la profondeur et la beauté du jeu. C'est son charme. En 3e place, on retrouve Cerebria, un autre jeu de Mind Clash Games. Alors, c'était le cas de Trickerion, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, et l'équipe de Mind Clash Games, quand la campagne Kickstarter de Cerebria a été lancée, ont dit qu'ils estimaient le niveau de complexité, le poids ludique de Cerebria inférieur à celui d'Anachronie et de Trickerion, ce qui fait en sorte que techniquement, selon eux, Cerebria serait un jeu qui est plus simple. Eh bien, je ne suis pas en accord avec ça, mais pas du tout. J'ai trouvé en fait Cerebria beaucoup plus difficile à maîtriser, à amadouer que Anachronie et Trickerion. Principalement, je crois, alors j'ai pas analysé la situation pendant des heures, mais principalement, je crois, à cause du fait que ce sont des concepts de jeu, ce sont des mécanismes auxquels on n'est pas habitué, auxquels moi, personnellement, j'étais moins habitué, j'étais moins familier avec ça, alors que tout ce qui est placement d'ouvriers, un peu à la Anachronie, un peu à la Trickerion,
on a déjà une bonne longueur d'avance, mais ici, le fait qu'il y a du contrôle de territoire, de la gestion de cartes, la possibilité, si on le désire, facultative de faire de la construction de decks en début de partie, ça, c'est des concepts qu'on connaît bien, mais dans leur application du jeu, c'est comme nouveau. C'est de nouvelles façons. C'est une combinaison jamais vue qui fait en sorte que je suis comme déconcerté, je suis un peu comme intimidé par tout ça. Et c'est ce qui fait en sorte que je suis moins à l'aise une fois que je me lance dans la partie. Parce que je crois que côté règles, la complexité de Cerebria est plutôt modeste. Mais c'est pas extrêmement complexe à comprendre, mais c'est très complexe à maîtriser par contre. Après 4-5 tours de jeu, on se dit, ben voyons, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. On joue des cartes, on fait des actions, on déplace nos personnages dans les différentes zones, et là, ça vient en découler d'autres actions, vient en découler d'autres répercussions, on ajoute des blocs au pilier central, et là, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui a occasionné ça. Et il y a littéralement une tonne, mais vraiment une tonne d'icônes aussi. Et si vous avez, un peu comme moi, de la difficulté à vous familiariser avec les icônes, c'est difficile. Je crois que ça pèse beaucoup dans la balance pour moi, surtout que le jeu propose la possibilité d'y jouer de façon hautement asymétrique avec des plateaux individuels qui sont radicalement différents de tout le monde, avec des icônes qui se retrouvent seulement sur mon plateau à moi. Et ça fait en sorte que l'icône, le petit dessin qui est là, ça ne me parle pas du tout. Ça ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire. Ça ne me dit pas à quoi ça va mener non plus. Et ça m'énerve parce que je sens mes neurones exploser en cours de partie. Alors qu'on s'approche de la deuxième place, je commence à avoir mal à la tête à force de vous parler de gros jeux. En deuxième place, on retrouve un autre jeu de Vlaada Chvátil. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de Mage Knight. Vous vous souvenez peut-être quand vous étiez encore à l'école, au secondaire ou aux études supérieures, et que vous aviez un examen, par exemple d'histoire, d'économie ou quoi que ce soit à passer, et qu'il fallait absolument que vous vous rappeliez de dates ou d'événements ou de personnages importants. Bref, plein de choses à retenir par cœur. Ben, c'est la même chose dans Mage Knight. Il vous faudra certainement plus qu'une simple lecture pour être en mesure de maîtriser ce jeu qui exige du par cœur. Il y a des situations où c'est pas fluide, c'est pas naturel de savoir ce qui va se passer. On est obligé de le savoir tout simplement par cœur, à moins de jouer avec les 2 livrets de règles, même que je pense qu'il y en a 3. Je me souviens plus dans Mage Knight, il y a combien de livrets de règles ouverts sur la table pour vous référer à ça. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix en cours de partie, surtout vos premières. Tout est compliqué dans Mage Knight. Tout est compliqué dans ce jeu-là. Même le mouvement. Le mouvement, même dans Mage Knight, est compliqué. Mais non, c'est pas tout simplement un déplacement de, par exemple, je peux me déplacer de 4, 1, 2, 3, 4 hexagones. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Ça va dépendre de la gestion des cartes que tu as dans ta main et de ta capacité à les mettre en jeu également. Et tout ça fait en sorte que les moindres actions que vous allez initier dans Mage Knight vont vous demander de réfléchir. Vous savez, dans la plupart des jeux, on n'a pas besoin de comprendre 100% de ce qui va se passer dès le début de la partie. C'est pour ça, entre autres, il y a des gens qui donnent des explications partielles aux joueurs et en cours de partie, ils complètent. Bon, alors, à ce stade-ci, je vais vous expliquer la deuxième partie du jeu où je vais vous expliquer le scoring final puisque ça va peut-être influencer vos prochains choix. Mais dans Mage Knight, on n'a pas le choix de comprendre 100% du jeu dès le début, parce que c'est un univers qui est ouvert devant nous et dès le début de la partie, on peut pratiquement tout faire. Tu peux, oui, aller attaquer une tour de garde.
Tu peux, si tu veux, aller explorer les ruines. Tu peux, si tu veux, aller brûler le monastère. Tu peux visiter le village. Tu peux acheter de l'équipement. Tu peux interagir avec un autre joueur. Mais tout n'est pas pertinent ou cohérent de faire ça en début de partie. Et c'est pourquoi il faut comprendre chaque option dès le début de la partie, puisqu'on peut éventuellement les résoudre pour être capable de peser et de discerner le poids de chacune de ces actions éventuelles. Et c'est ce qui fait en sorte que dès le début d'une partie de Mage Knight, on croule sous les informations et il y a peut-être plusieurs informations dont on n'aura jamais besoin dans notre partie selon les choix qu'on décide de faire, mais on n'a pas le choix de les donner quand même. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai 3 surprises pour vous parce que avant de vous présenter mon jeu le plus complexe, le plus compliqué qui se trouve dans ma collection, moi je me pose une question. Toi chérie, là, c'est quoi le jeu le plus compliqué auquel tu as joué? Et le jeu le plus compliqué auquel j'ai joué, Robinson Crusoe. Parce que t'es en mode survie sur une île déserte et il se passe plein d'intempéries. Puis toi, Vince, c'est quoi ton jeu le plus compliqué auquel t'as joué? Le jeu le plus compliqué que j'ai joué est sans nul doute War of the Ring, mais quand on ajoute toutes les extensions, ce jeu-là, ça devient un véritable casse-tête de gestion, de contrôle de territoire, gestion de cartes en main. Et le tout, il faut que tu t'adaptes au hasard des dés, au hasard de ce que tu piges, et surtout avec toutes les différentes factions qu'il faut gérer. Et boy, il y en a du stock là-dedans, mais c'est tellement de fun. Puis toi, Nan, c'est quoi le jeu le plus compliqué que tu as joué? Moi, je dirais que j'aime pas vraiment ça, les jeux compliqués. Puis ta campagne de Campaign for North Africa? C'est un jeu compliqué, ça? Et finalement, le jeu le plus lourd, le plus gros, le plus complexe, le plus profond, le plus compliqué de toute ma collection, selon moi, il s'agit du seul jeu de Mark Swanson, il s'agit de Feu d'Homme. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai vu circuler des commentaires sur Facebook de gens qui écrivaient quelque chose comme « En fin de semaine, j'ai joué à Feu d'Homme et c'était tellement compliqué que j'ai eu aucun plaisir. » C'est possible. C'est possible. Vous savez, comme tous les autres jeux dont je viens vous parler, c'est certain qu'il faut être dans un bon mood, il faut être dans une bonne ambiance, bien entouré, dans une bonne humeur, tous avec des joueurs qui sont consentants à jouer à un gros jeu qui va leur demander de se creuser les méninges pour avoir ne serait-ce qu'un peu de plaisir, c'est sûr, il faut s'y attendre. Alors préparez vos joueurs avant de vous lancer dans un jeu d'un tel poids. Devant Feu d'Homme, devant ma première partie de Feu d'Homme, je vais vous le dire honnêtement, je me suis senti intimidé. Je me suis senti tout petit devant un monstre gigantesque qui se tient devant moi. Je ne sais pas si vous connaissez Edward de la chaîne Heavy Cardboard, une chaîne anglophone qui se spécialise dans l'explication des règles d'un jeu avant une vraie partie. Eh bien, Edward, qui est passé maître littéralement dans l'art d'expliquer les règles, couvre les règles de Feu d'Homme en un modeste 75 minutes. Alors oui, le jeu est très complexe. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à prendre en considération. Et ce n'est pas tout parce que la profondeur de Feu d'Homme est abyssale. Elle est exceptionnelle. Elle est sans égale. Et ce qui est complexe, je crois, dans Feu d'Homme, surtout, c'est le fait que tout est interrelié. Les actions sont interreliées ensemble, mais aussi sur le plateau, il y a 6 guildes. Et ces guildes vont fonctionner un peu comme à la chaîne. Les unes des autres, elles vont fonctionner de façon interdépendante, interreliées également, comme des engrenages. Et ça, c'est difficile à saisir lors des premières parties. Oui, j'ai dit lors des premières parties parce qu'elles fonctionnent toutes un peu différemment et dépendent les unes des autres. Alors, c'est primordial de comprendre le fonctionnement de ces 6 guildes-là
en plus de chacune des actions, je crois qu'il y en a 11 actions différentes qu'on peut faire littéralement dans le jeu. Et je pense que ce qui aide tout de même à la complexité de Feux d'Homme, c'est qu'il faut s'appuyer sur la thématique du jeu pour expliquer ce dernier, parce que sinon, ça devient seulement un ramassis de mécanismes, de concepts, de manipulations abstraites. Mets un cylindre là, enlève-en 6 ici, mets un jeton de perles. Ça n'a pas de sens. Mais dès qu'on commence à s'appuyer sur la thématique et à raconter un peu ce que le jeu propose comme expérience, comme contexte, comme ambiance, ça fait un peu plus de sens. C'est donc ce qui met un terme à ce top 10 des plus gros jeux de ma collection. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires sous celle-ci. Dites-moi quels sont les plus gros jeux, les plus profonds, les plus complexes auxquels vous avez joué ou qui se trouvent dans votre collection. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette formule et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.